le problème, quand je parlais de la sauce Arsenal, pour rentrer dans ce match, on a donc eu 2 matchs qui ont certainement, en plus ce soir, peut-être même plus qu'à l'aller, été intéressants tactiquement. Arsenal nous a fait le coup de on marque un but, qui est une sorte quand même de but qu'on peut qualifier de raccro, et qui le tiennent jusqu'au bout, qui a réussi là où on pensait que sur la première mi-temps, l'Atlético, on a eu cette opposition de style, parce qu'Arsenal a essayé de faire le jeu, a essayé d'attaquer, et l'Atlético s'est très vite mis en défense et a mis du temps à sortir. Ils ont été capables d'alterner, l'Atlético, parfois bloc très bas, parfois bloc très haut. Ils ont essayé de les contrecarrer de cette façon, sans au final se créer véritablement beaucoup d'occasions. Donc Arsenal n'a même pas eu besoin de sortir son mur défensif. Il a été bien aidé par Simeone également en deuxième période. N'oublions pas qu'ils n'ont encaissé que 6 buts cette année en Ligue des Champions, ce qui est quand même assez fou. Est-ce que cette méthode-là, qui en plus n'était pas la méthode à la base d'Arteta et du football qu'il préconisait, est-ce que, puisque tout le monde se projette, puisque maintenant Arsenal est finaliste, que ce soit le Bayern ou que ce soit le PSG, est-ce que cette méthode-là peut fonctionner ? Je n'arrive pas tellement à l'envisager, mais si Julien et toi vous arrivez à me dire, tu comprends peut-être pas la force, le bloc, la façon dont ça joue. Non, je mets en garde. Je mets en garde tous les gens qui aujourd'hui se projettent sur la finale en se disant que ça soit le Bayern ou le PSG, c'est largement supérieur à Arsenal. Moi, je mets en doute justement. Restons sur le match de ce soir, les gars. Julien, avant de parler de la finale, des problématiques d'Arsenal, qui en 48 heures a peut-être vu le championnat s'ouvrir avec City qui gagne pas hier et donc la qualif là. On voyait un peu les visages des supporters là. Il y en a 2-3, enfin 2-3, il y en a même beaucoup. Il y avait une sorte d'émotion en fait, de libération. Délibération. Ouais, comme a dit Manu, en 24 heures, ils sont passés de l'équipe. Ils vont encore nous loser l'année. Ils sont redevenus leaders. Ils vont encore, ça va être encore affreux, machin. En peut-être champion. Et pourquoi pas champion d'Europe. Écoutez, Julien, il connaît tout le monde au stade. Parce que là, il y avait Joe qui était au premier rang avec son. Il est venu en taxi, Joe. Joe avec son bonnet Arsenal. Il y avait Margaret avec son maillot rouge. Donc voilà, Julien, raconte-nous. Ouais, il y avait forcément un peu de tension sur la fin, c'est normal en plus. Quand il reste que quelques minutes, ça chauffait un peu sur le terrain, c'était un petit peu tendu forcément. Et puis t'as quand même attendu 20 ans, ce qu'on a dit, ça fait 22 ans que t'attends un titre, ça fait 20 ans que t'attends une autre finale de Ligue des Champions, pendant longtemps t'as même pas été en Ligue des Champions. Ça faisait pendant 8 ans quand même qu'ils avaient raté la Ligue des Champions sous Wenger et puis après Wenger aussi. Donc d'être de retour, d'avoir fait demi-finale la saison dernière, quart de finale la saison d'avant et à chaque fois d'avoir progressé pour monter d'un palier à chaque fois et de là d'arriver en finale. Surtout de la façon dont ils l'ont fait. C'est quand même la seule équipe qui est encore invaincue dans cette compétition. Ils n'ont pas perdu un seul match. Ils ont été à domicile, à part un but du Bayern et 2 de Karat Almaty avec l'équipe C d'Arsenal. Ils ont été sincèrement impériaux à domicile, défensivement et parfois avec le ballon très très bon, comme le match contre le Bayern dans la phase de poule, comme le match contre l'Atlético, le 4-0 dans la phase de poule aussi. C'est sûr que ces dernières semaines, ça a été un petit peu plus laborieux dans le jeu avec ballon, mais c'est pas la première fois qu'on voit aussi des équipes quand les matchs, les derniers matchs de la saison arrivent, que la fin de saison arrive, que tu te crispes un petit peu aussi et que forcément quand il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, que ça change un petit peu de ta façon d'évoluer aussi et de jouer. Mais sincèrement, c'est de la part d'Arteta qui, encore une fois, pour son premier job, même si ça fait maintenant 6 ans qu'il est là, mais quand même, qui n'avait jamais entraîné avant, qui ne connaissait pas la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur et qui ne l'a pas connu d'ailleurs pendant ses 3 premières saisons, d'arriver à faire quart de finale, demi-finale, finale, comme ça, les 3 saisons où il est en Ligue des Champions, où il ramène le club en Ligue des Champions. Non, mais qu'il y ait les résultats, qu'il y ait le travail, qu'il y ait tout ce que tu veux, j'ai aucun problème. Mais ça veut pas dire que constater que les résultats sont là, que tu comprends réellement la sauce, la préparation, la recette qui fait que cette équipe fait ça. Par exemple, moi, les questions, c'est les joueurs dans cette équipe-là. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que, à partir du moment où Saka est revenu, maintenant Saka est là, ce soir il portait le brassard, Odegaard était sur le banc. Ça fait partie des choses dans la recette que j'ai du mal à comprendre parce qu'Odegaard est censé être capitaine ou vice-capitaine avec Saka. Bon, ils sont un peu là comme ça et tout. Bon, alors, Odegaard, titulaire, pas titulaire. Je reviens de blessure, je reviens pas de blessure. Lewis Kelly, on me dit c'est une très bonne nouvelle de le voir revenir. En fait, dans une position inhabituelle. Moi qui, je suis au milieu là. Moi qui considère beaucoup que les équipes qui vont loin dans les compétitions, ils vont avec
un 11 type agrémenté d'un 12, 13, voire 14e joueur. Là, ça brasse beaucoup. Mais j'entendrai l'argument, et je l'anticipe, l'argument. Je ne sais pas si ça brasse beaucoup, Daniel. Quand tu joues la première ligue et que tu as encore, on faisait le compte juste avant le début de l'émission, la finale, c'est le 30. Non mais Daniel, si tu suis Arsenal dans les gros matchs depuis le début de saison, hormis les blessures, c'est souvent le même 11 qu'aligne Arteta. Il n'y a pas vraiment d'invention. Il n'y a pas de brassage. Vas-y Julien, vas-y. Non, je suis pas. Alors là, Odegaard revient de blessure et puis il n'a pas été très bon cette saison, mais tu es allé chercher Eze l'été dernier pour 60 millions d'euros pour être soit l'équivalent de Odegaard dans un sens, soit jouer parfois ensemble dans certains matchs. C'est venu que des blessures, c'est pour ça que j'ai cette illusion. Même en termes de jeu, le jeu est tombé d'un niveau, même de 2 niveaux, parce que tu avais à la fois Odegaard et Saka blessés sur une longue période. Ouais. Et c'est eux qui étaient les 2 dépositaires. Odegaard, moi, il me manque dans le jeu. Pour moi, dans l'Arsenal qui me séduisait, c'est vrai qu'Odegaard avait un rôle important au milieu. Ah oui. Julien, le poncif habituel en Angleterre, on préfère la Première Ligue, gagner le championnat plutôt que la Ligue des Champions. Il est toujours valable pour Arsenal cette année. Manu m'a dit ça avant le début de l'émission, je ne connais pas. Je le pense, alors c'est quelque chose d'important, la Champions League, il n'y a pas de souci. Mais le championnat anglais a une telle domination, à la fois au niveau des télés, mais également en termes de spectacle. Que quelque part, et puis quand tu vois aussi les budgets de tous les clubs, toutes les équipes, les écuries à jouer en fait. Gagner le championnat d'Angleterre, c'est franchement ce qu'a fait City sur la dernière décennie, ce qu'a fait Guardiola, il a marqué à jamais de son empreinte le football anglais, mais le football mondial. Ça n'arrive pas des dynasties de ce genre. Exactement. C'est quand tu vois les équipes, les écuries de tous les grands clubs en Angleterre. Tu peux perdre des points tous les week-ends. Je dis c'est un truc de fou quoi. Alors je me demande à l'homme de Londres. Julien. Et peut-être d'ailleurs qu'une victoire en Ligue des Champions, ça marque aussi. Les deux marqueraient l'histoire du club, mais est-ce que dans 20-30 ans aussi, si c'est ta seule opportunité de gagner avec des champions, tu vois Non, je suis pas à Londres. Merci. Donc Julien, à toi. Non, et puis je dirais, mais non, ils sont quand même très contents d'être là, et je pense qu'ils vont avoir visiblement autour de 20 000 places pour chaque club. Ils seront 100 000 à Budapest. Donc à un moment, on peut bien dire qu'ils préfèrent gagner la Première Ligue, ce qui est vrai. Ça fait tellement longtemps que tu l'attends aussi, et puis c'est que c'est quand même la suprématie dans ton pays, t'es la meilleure équipe de tout le pays, t'es meilleur que Liverpool ou que City, etc., etc. Mais à un moment, ils vont pas non plus bouder leur plaisir d'être en finale. Et non, évidemment non, mais ils seront 100 000. Évidemment non, mais la discussion qu'on avait, choisir, ils choisiront la Première Ligue. Jamais gagné. Non, mais voilà, en plus, non, mais ce qu'on disait avec Manu était soulagé il parlait du match d'hier soir, City qui est allé perdre des points dans un match où l'équipe en face, on comprenait pas bien. Bon, bref, c'est toute la difficulté de la Première Ligue, et il disait. Arsenal, il me disait, moi, en tant que gunner, je préfère que si on doit choisir, je préfère gagner le championnat. Mais ça, on l'entendra pas au Bayern, on l'entendra pas au PSG, où le championnat est devenu une promenade. Rapidement, quoi. Donc en fait, tu as quand même une grande différence entre les équipes qui participent désormais à la compétition. Arteta fait une allusion très intéressante cette semaine qui amène une réflexion plus globale sur ce qu'est le foot en Europe aujourd'hui. Et cette difficulté-là, tu vas la retrouver. Il a dit quoi, Arteta ? En disant oui, mais nous, avec le championnat, maintenir cette intensité-là, ces courses que tu maintiens, alors que le PSG a opté, dorénavant, c'est les 20 matchs, les 18 matchs, les 17 précisément, matchs de Ligue des Champions qu'on vise si on va au bout, c'est ça la priorité. Le Bayern est champion depuis, le PSG n'est pas encore champion. Ça fait 2 semaines qu'ils sont... Le Bayern est déjà champion. Depuis 2 semaines, Tu te rends compte que... Et Arsenal pourra peut-être l'être à la dernière journée, allez savoir. Demain, ils ont leur dernier match, le Bayern. Le si le Bayern se qualifie, on sera le 6 mai, ils ont 3 semaines. Un peu plus de 3 semaines jusqu'à la finale. Arsenal, pour être champion, ils ont encore 1, 2, 3 semaines matchs de compète. Et ils n'ont qu'une semaine pour... Je veux dire, à un moment... En sachant que chaque point et chaque but aura son importance en championnat. Ça, c'est des choses qui sont dans la réflexion qu'on a, dans l'analyse du jeu. C'est pour ça qu'en fait, je voulais que vous me contredisiez sur l'idée, la sauce Arsenal qui est peut-être pas séduisante, mais ils ont des problématiques en fait que beaucoup d'autres équipes n'ont pas. Je pense aussi. Mais après, tu sais, vas-y, Julien. Non, pardon. Daniel, même si c'était un championnat plus facile, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui Arteta il change beaucoup sa philosophie et ce style. Non, mais ne serait-ce que sur l'intensité, tu dois gagner. Je veux dire, quand tu vois le Bayern et le PSG, la façon dont ils courent, les efforts qu'ils peuvent répéter, c'est pas, tu vois, c'est pas parce qu'ils mangent du cheval au petit déjeuner, quoi. Tu vois, ils ont pas des barres chocolatées que les autres n'ont pas. À un moment, si tu affiches cet état de forme-là, c'est parce que toute la saison, tu as pu
préparer d'une autre façon ta compétition quand même. Oui, mais il y a aussi une question de style de jeu. Quand tu as des matchs qui toutes les semaines sont usants physiquement, en Angleterre, le mercredi, t'as vu le match hier d'Everton? Bien sûr. T'as vu l'intensité? Bien sûr, tu peux te faire déglinguer par une équipe d'anonymes. C'est pas la même chose. Voilà, tout ça c'était pour parler du style d'Arsenal qui avait beaucoup évolué. Revenons un peu sur le match. Il y a péno sur Griezmann ou pas? Non, oui, puisqu'avant, mais il y a faute d'avant. Il y a une faute de Gabriel. La faute d'avant, je la vois pas. Et la faute sur Griezmann, je la vois. Mais là-dessus, je suis d'accord. Gabriel joue très bien le goût. D'ailleurs, pour moi, c'est l'homme du match, Gabriel. Et il y a faute sur Griezmann parce qu'il lui enlève le pied qui est. Stéphane Frappard aurait dit ça glisse, donc ça tient pas. Mais il lui emmène bien le pied, il lui glisse bien le pied. C'est surtout l'occasion de Sorlotte. Oui, à la fin. Je veux dire, il rate le ballon. Tu rentres, t'es frais. Sorlotte, il est pas toujours habile. Non, je sais, mais on l'a bien vu. D'ailleurs, Simeone, il a peut-être aussi sa petite part de responsabilité parce qu'il te sort quand même le trio d'attaque qui sont les seuls globalement à avoir un peu de génie. J'ai pas bien compris pourquoi il a fait ce choix. Donc Sorlotte, je comprends qu'il s'est dit on va essayer d'allonger le jeu et on va essayer de jouer avec ses déviations. Face à Gabriel et Saliba qui sont bons sur le domaine aérien. Griezmann, c'est parce qu'il pouvait pas tenir les 90 minutes. Voilà, à chaque fois je vois Julian Alvarez. À chaque fois je la vois l'explication. Vas-y Edgar. Mais Julian Alvarez, le problème, rappelons qu'il était blessé, il était incertain pour ce match-là. Donc je pense qu'il serait jamais sorti s'il n'était pas un peu diminué. Et c'est vrai que là, quand même, enlever le risque de le faire jouer d'entrée. Alvarez, un mec un peu au-dessus, quoi. Parce que t'es en demi-finale de. En deuxième période alors. Il a fait le choix dans l'autre sens, quoi. Vois s'il y a une diff à faire et après tu sortiras. Imagine, t'as des prolongues et tout. Dans un instant, on aura Kevin au 32-16 supporter d'Arsenal Euro, bien sûr. On fera une évaluation détaillée. D'ailleurs, c'est Declan Rice, qui a été élu homme du match ce soir. Il avait son petit trophée dans la main. Évaluation là. De qui tu veux parler ce soir? De quel joueur tu veux parler, Kevin? Franchement, quitte à aller dedans, moi, Gyökeres. Gyökeres, je vais dire les mots, mais ça il a mis 21 buts, ça chie sur le joueur. Je suis désolé. Moi, ce soir, ce qu'il fait, ok, il loupe, il doit la mettre. Et là, le stade, franchement, mais s'enflamme sur le but qu'il loupe là, sur le centre d'Incapié. Mais sinon, qu'est-ce qui doit être chiant pour les défenses. Là, on parle de la défense de l'Atlético. Le nombre de ballons qu'il récupère quand il provoque des attaques et quand il y a personne, il y va. Et soit c'est un corner, soit c'est voilà. Aujourd'hui, et contre Fulham, moi, je l'ai trouvé très, très bon. Il se réveille au bon moment, j'ai envie de te dire. Money time, il était temps. Je vais te dire, Kevin, il se réveille au bon moment. Ça fait depuis le début de janvier qu'il est en train de démontrer justement ce pourquoi il est venu à Arsenal. Alors c'est un style disgracieux, c'est un petit peu bourrin des fois. Des fois on a l'impression qu'il est fâché avec ses pieds, avec le ballon, mais on peut pas lui enlever que le gars, il tombe, il se relève. Il va venir te provoquer. Il est toujours là. C'est un pouls en fait. Moi, il me fait penser. C'est un mixte de Diego Costa. Tu vois, le mec. Je le regardais. Il mettait la tête dans la poitrine des défenseurs. Moins vicieux. Moins vicieux, mais parce qu'il a ce côté nordique également. Mais le type, tu l'as vu le sprint à la 82e minute. Il est devant sa surface de réparation. Il fait un sprint de 60 mètres. Non, mais le mec, tu te dis, mais moi, je suis content qu'il joue à Arsenal. Alors, il va pas marquer les buts de 25-30 buts par saison, mais c'est un poison pour les défenseurs, physiquement, parce qu'il faut qu'il le regarde comme le lait sur le feu pendant tout le match, en fait, ce mec-là. Il va te faire des courses constamment. Gyökeres, Julien, t'en dis quoi, toi? Ouais, moi je pense que c'était son meilleur match, à part l'occasion bien sûr qu'il rate, où il doit faire mieux, même si elle n'est pas facile non plus avec le rebond avant, mais quand même il doit faire mieux. C'est son meilleur match, sincèrement, même si encore parfois il y a quelques maladresses parce que c'est pas le plus technique non plus, donc il y aura toujours ce genre de maladresse là. Il y a un moment même où il fait tout très bien et puis après il rentre dans Saka parce que comme il peut pas lever la tête puisqu'il regarde ses pieds, puisque techniquement c'est pas il est même rentré dans son propre joueur, mais dans l'énergie, dans les courses qu'il peut faire. Et enfin, pour rejoindre ce que disait un petit peu Manu, d'ailleurs en 2026 on a vu la différence par rapport à la première partie de saison. C'est là où il met le plus de buts, c'est là où tu sens vraiment qu'il est de mieux en mieux, qu'il a passé ce temps d'adaptation. Et enfin il le serve sur le but, la passe de Saliba pour l'appel de Gyökeres. En première partie de saison, celle-là, elle n'arrive jamais. Lui, il fait l'appel, mais le ballon n'est pas servi parce qu'on va continuer à jouer court vers Eze, vers Saka, vers Odegaard, vers Rice. Et on attend et on est patient dans la construction du jeu.
Là, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on voit ce genre de passe-là beaucoup plus. On l'a vu contre Fulham sur le but de Saka, par exemple. On l'a vu à l'aller également. Hein, Zubimendi, il le cherche tout de suite dans la surface. Et je suis d'accord avec toi. Les joueurs, ses partenaires, ils ont eu du mal à comprendre ses mouvements, sa débauche d'énergie. Il fallait qu'il trouve un petit peu sa place dans cette fluidité sur le plan offensif. Le fait que tu joues sans Saka et sans Odegaard, qui sont quand même dépositaires du jeu, il a été orphelin. Lui, c'est un joueur qui demande et qui a une présence à la surface, qui demande constamment qu'on vienne le chercher sur des centres ou chercher en pivot, tu vois. Et sans ces deux joueurs-là, il a été orphelin et pendant longtemps, on l'a critiqué sur ses prestations, alors que moi, je trouve que c'est un poison et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Julien. Tiens, une réaction, les gars, celle de William Saliba, c'était sur Canal+ il y a quelques secondes. On écoute. Bien sûr, on est très content déjà d'être en finale parce que on sait que c'est très dur d'arriver en finale de Champions League avec toutes les équipes qu'il y a et maintenant avec le nouveau format, il y a plus de matchs. Donc on est très très content et très fiers de nous et voilà, on a bien profité dans le vestiaire. Ça fait 20 ans que Arsenal n'a pas été en finale. Je suis arrivé ici, on a commencé avec l'Europa League. Après, on est allé en quart de finale. L'année dernière, on a perdu en demi-finale. Et cette année, on progresse encore plus. On arrive en finale. Donc, on est très content et voilà, il faut qu'on continue comme ça. Saliba, Manu, tu voulais en parler? Saliba, je trouve qu'il a de la chance en ce moment, hein, parce que je trouve que c'est un super défenseur depuis des années, un des meilleurs dans sa position au niveau mondial. Il est un peu moins bien là, non ? Je le trouve dans le dur ces derniers matchs. L'énorme gaffe qu'il a failli commettre justement tout à l'heure tu m'as parlé du penalty de Griezmann, mais je pensais que tu allais me parler de cette action de Simone où on voit Gabriel arriver une extrémiste à la fin et lui enlever le ballon dans le face-à-face qu'il avait gagné face à Raya. C'est quand même la passe en retrait très aventureuse de Saliba qui a mal eu d'appréciation fait sur cette action-là. Et je trouve qu'il a des moments où il n'est pas là pendant quelques secondes dans le match, comme le match contre Fulham. Julien, tu as vu le match comme moi. Alors, ils ont fait un super match, Arsenal, mais en deuxième période, ils sont tombés une certaine torpeur et c'est là où Saliba il a commencé à vouloir faire des sorties balles au pied, où il s'est fait contrer, ça aurait pu être préjudiciable. Il arrive ces derniers temps où il a des moments d'absence qui durent 10, 15, 20 secondes ou des mauvaises relances qui mettent en péril justement l'équipe tout de suite dans la transition. C'est pas heureusement que pour moi, qui a Gabriel à côté de lui, qui pour moi est un rock. Lui, il fait des prestations match après match, c'est impressionnant. Et ce soir encore, pour moi, il a été un des meilleurs, sinon le meilleur avec Declan Rice. Bon. Si je peux me permettre le petit point d'histoire, Kevin est encore là ? Oui, Kevin est là. Kevin, oui, t'entends. En fait, oui, c'est Arsenal et Barça, c'était joué 2 années de suite. Oui. 2009, 2010 et 2010, 2011. Mais c'est la première année où ils sont en quart. L'année d'après, c'est 8e. Ouais. Bon, la première, il y avait eu le quadruplé de Messi. Effectivement, Zlatan avait mis un doublé au retour ou à l'aller, je sais plus. Sur la défense centrale, les gars, vous êtes d'accord avec Manu ? Oui, Gabriel, c'est vraiment c'est lui le patron, c'est lui le taulier, c'est lui l'homme solide de l'Europe, c'est lui quoi. Même au match aller, j'ai trouvé qu'il avait été étincelant dans la défense à Gabriel, qui captait tous les ballons. Puis en plus, il dégage quelque chose que Saliba ne dégage pas auprès de ses coéquipiers. Il dégage cette rage de vaincre. Oui, le patron, c'est lui. Gabriel est toujours là en train de sermonner ses joueurs, de les bouger même physiquement, de les prendre par les bras, de leur gueuler au visage. Saliba, il est plus dans la il temporise, il est plus dans la réserve, tu vois. Il a pas la. Est-ce que le PSG va pas le même caractère, pas la même personnalité l'année prochaine, puisque Marquinhos va arrêter? Il va peut-être falloir un défenseur central, non? Saliba et Gabriel, ça fait 2 ans maintenant qu'ils sont le collimateur du Real Madrid. Ils peuvent être. Enfin, est-ce qu'ils vont sortir les sous? Ça va prolonger, ça partira pas. Hein. Ah ouais? Je pense pas. Et moi, je suis team Saliba. Moi aussi, moi j'aime beaucoup Saliba, mais je le trouve un peu dans le dur ces derniers. Je suis pas trop d'accord. Ah bon? Contre Fulham, j'ai trouvé exceptionnel moi. Ah bon? Alors après contre une équipe qui était en vacances, qui était déjà aux Maldives. Hein. Et même ce soir, il y a la tête en arrière. Très facile. La tête, oui, mais tu vois, il a un autre rôle maintenant dans la construction du jeu que Gabriel n'a pas aussi. Et après, il y a un moment en première période où il va sauver parce que Gabriel était parti cueillir des cerises. Et à un moment, c'est lui qui revient juste devant
C'est Saliba qui fait l'ouverture sur le but en tout cas. Et c'est Saliba qui a beaucoup progressé avec le ballon aussi. Moi je pense qu'il va faire une Coupe du Monde énorme et je pense que. Ah mais moi je suis un grand fan de Saliba aussi. C'est juste que de temps en temps il a tendance à s'endormir. Un peu moins patron et un peu moins bien qu'en ce moment. Il a un style moins impressionnant aussi que Gabriel parce qu'il est beaucoup dans la gestion, sur le fait d'être bien placé. En fait il neutralise, j'ai l'impression, assez rapidement des situations. Là où Gabriel, là ce soir par exemple, a beaucoup plus de situations impressionnantes parce que c'est des vrais duels, des chocs, et donc tu retiens davantage aussi ce qu'il fait. Ouais, et puis il y a autre chose aussi. Arsenal, une de leurs qualités suprêmes, c'est quand même les coups de pied arrêtés. Même dans ce secteur, c'est un peu moins, moi, mon époque, un peu moins réussi qu'il y a quelques semaines quand même. Hein. Oui, mais je suis d'accord. Mais après, on voit qu'il y a le souci de bosser là-dessus. Il y a le souci de bosser la combinaison. On voit qu'ils essayent à chaque fois d'être créatifs. Mais ils sont moins réussis sur les gars. Là où je veux en venir, c'est que sur le plan offensif, des garçons comme Gabriel et Saliba devraient être beaucoup plus dangereux. Gabriel l'est un peu plus que Saliba. Il a marqué qu'un seul but depuis la saison. Oui, mais dans des matchs fermés comme ça, c'est que sur sa tête à lui. Dans des matchs fermés comme ça, où c'est très tactique, où tu sais que tu peux faire la différence sur coup de pied arrêté, et tu sais qu'en plus c'est une de tes principales armes. T'as envie de dire quoi? T'as envie de lui dire oh Gabi, moi, faut me laisser dormir la nuit. Dans toutes les équipes où j'étais, où on gagnait, les défenseurs centraux à chaque fois amenaient leur pierre à l'édifice dans des matchs importants, dans des buts qu'ils marquaient sur coup de pied arrêté, sur les têtes. Au milieu des algues et des coraux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que leur présence est indispensable. Qu'ils arrivent à faire la différence. C'était le cas à mon époque et c'est le cas encore aujourd'hui. Quoi. Un autre joueur, Kevin, qu'il faut évoquer absolument ce soir. On n'a pas parlé de Saka encore. Hein. Non, mais très bien, il est sorti à l'heure de jeu, il va être bon pour West Ham, j'espère qu'il va blesser ni rien, mais voilà. Non, juste un truc, un contre-argument sur Gabriel. Gabriel, il a été blessé cette saison quand, à un moment donné, on faisait beaucoup de clean sheet. Mosquera a pris sa place. Julien, moi je sais pas ce que t'en penses, Mosquera, je l'ai trouvé excellent. Excellent. Et bizarrement, quand Gabriel est revenu, mais bon, après il revenait de blessure, mais quand il est revenu, c'est là où on a été un peu aussi dans le mal et qu'on a commencé à encaisser des buts. Et déjà qu'on n'en marquait pas beaucoup, c'est là où on a été un peu en difficulté, donc je crois que c'est début d'année, etc., où ça a commencé. Donc voilà, c'était un petit contre-argument. Sinon, Trossard, je l'ai trouvé très actif, alors que franchement, les matchs qu'il fait jusque-là, pas terrible. Et le semi, alors pour moi, il y a penalty, mais bon, bref, peu importe. Mais le moment où il y a, avant que je pense qu'il y a penalty, il fait, je sais plus ce qu'il fait, mais on aurait dit un petit Messi là pendant 1 minute. Hein. Mais sinon, très bon match de Trossard. Voilà. Comme Fulham également, il avait fait un très bon match. Juste pour conclure, un mot sur Arteta quand même. Tout à l'heure, Julien disait il est inexpérimenté et tout. Bah, à la fin, il était complètement surex et il a rendu fou tout le reste du banc là. Arteta. T'as pas vu Simeone? Ouais, non, mais Arteta, pareil. Simeone, il est jamais dans la zone des entraîneurs. Elle sert à rien. À la fin, c'était n'importe quoi. Arteta, je suis pas d'accord pour dire entraîneur expérimenté. Non, inexpérimenté. Même inexpérimenté. C'est ça que je voulais dire. Ça fait 6 ans qu'il est Arsenal maintenant. Il a quand même vu des compétitions, des Ligues des Champions, il en a joué plein. Il est quasiment en course à chaque fois pour le titre en Angleterre. Il a été longtemps l'adjoint de Pep. Ça va. Je pense qu'il a une expérience qui est très très fourni. On parle pas d'un entraîneur inexpérimenté, Arteta. On parle d'un mec maintenant qui a un énorme bagage quand même. Avec Heinze, n'oublions pas également qui est aussi calme, qui a un rôle important. Qui est aussi un gros calme. Qui s'est calmé un peu quand même. Gabi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et il a très peur de l'avion, Gabi. Très peur de l'avion. Ouais, il déteste les voyages en avion. Allez, comme Manu. Et il ira comment Bergkamp. Toi aussi, tu n'avais pas l'avion? Ouais, mais Bergkamp, c'était non. C'est pour d'autres raisons. Moi. Mais Bergkamp, c'était non. Je mets pas le pied dans l'avion. Il y en a qui ont peur, mais qui le font quand même. Maladif, ouais. Parce que là, Gabi Heinze, il prend l'avion quand même. Il déteste ça. Gabi Heinze, il a peur, mais il va pas aller. Je te rassure. C'est quoi l'histoire en équipe de France du mec qui avait peur de l'avion? Il était allé en camping-car, justement à Budapest pendant l'Euro là. Bachir. Ah, pourquoi il n'a pas pris l'avion? C'est à cause de quoi? Mais non, peut-être qu'il ramenait les ballons, je sais pas. Non. Ah bon. Il n'y a pas un problème. C'est l'histoire de Dennis Bergkamp qui signe à Arsenal. Manu, il la connaît. Ouais. Donc il veut pas y aller. Il veut pas y aller en avion forcément. Donc il prend sa voiture pour aller. À cette époque-là, il jouait pour l'Inter, mais il était à Amsterdam. Il prend sa voiture pour conduire d'Amsterdam jusqu'à Londres. Il signe son contrat. Il prend sa voiture pour rentrer chez lui, forcément. Il s'arrête à la pompe à essence. D'accord. Là, il met son essence. Il va prendre un café à l'intérieur. Sur qui tombe Ian Wright. Et Ian Wright, personne ne savait, c'était pas comme aujourd'hui, personne ne savait pas fuité que Dennis Bergkamp allait signer. Et ils sont tous les deux en train de faire la queue pour payer. Ils se regardent l'un et l'autre. Et Ian Wright lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Dennis Bergkamp dit, je viens de signer pour Arsenal. Et c'est comme ça qu'Ian Wright, avant tout le monde quasiment, a appris qu'il allait être partenaire de Dennis Bergkamp à Arsenal la saison qui suivait. C'est génial. Pas mal.
Ah, il y a plein d'histoires comme ça, rocambolesques avec Arsenal. Ouais, mais tu les racontes jamais, alors que Julien, lui, il les raconte. Bah, j'aurais pu te raconter mon histoire également quand je suis dans les bureaux de Tottenham et qu'il me paye le taxi pour aller signer Arsenal, quoi. Tu vois. Donc il m'en parle toujours. T'as fait ça, toi, t'as planté Tottenham. J'ai pas planté C'est même eux qui Tottenham. m'ont payé le taxi. Bah, si t'es dans les bureaux. C'était pourquoi? C'était pas pour aller faire un tennis? Après 2 heures de réunion avec eux, c'était un matin, c'était fin juin 97 de mémoire. Et ils me disent où est-ce que vous allez? Je lui dis bah ça serait bien que vous me commandiez un taxi, donc un taxi typique anglais, tu vois, les black cabs comme on les appelle. Et quand j'arrive, moi jamais je me serais douté, je pensais que j'allais payer le taxi moi, mais en fait c'était prepaid, c'était prépayé déjà par les Spurs, donc ils savaient exactement où j'allais. Donc quand ils ont su que j'avais signé Arsenal, que derrière on fait le doublé la première année, que je les martyrise à chaque fois. Et que c'est eux qui ont payé le taxi pour que tu aies signé Arsenal. Voilà. Mais tu sais que ça passe toujours pas. Ils m'en parlent. Même encore la semaine dernière, ils m'en parlent en Angleterre. Pas mal. Tu vois, des histoires comme ça. Mais il y en a d'autres également, un peu plus salaces, mais celles-ci, je les garderai pour moi, tu vois. Très bien. Julien, merci beaucoup. On garde Edgar parce qu'on va faire un petit bilan Atlético quand même, parce que c'est la fin d'une époque, là, ce soir à l'Atlético. On finit l'analyse d'Arsenal Atlético et on dit un mot de l'Atlético, bien sûr, et notamment Antoine Griezmann. Il y a quelques semaines, on disait, Edgar, il pourrait terminer en beauté, gagner la Coupe du Roi, gagner la Ligue des Champions. Et bien, au final, il ne gagnera aucun des deux et il va partir sans titre. Ouais, non, mais c'est ça qui. Sans titre, mais en restant l'un des joueurs majeurs de l'histoire de ce club, qui est pas rien. Bien sûr, mais en fait, son histoire se termine comme de la même façon dont elle s'est passée toutes ces années en fait à l'Atlético, c'est-à-dire avec encore une déception, puisque c'est quand même un gars qui a perdu en finale de 2016 en ratant un penalty. C'est un gars qui a connu beaucoup de déceptions en Liga où il a jamais remporté le championnat avec l'Atlético. Il perd la dernière finale de Coupe du Roi. Et moi, on n'a fait que me répéter ces dernières semaines, ouais, mais la finale de Coupe du Roi, c'est pas important parce qu'ils peuvent gagner avec des champions. Non, la finale de Coupe du Roi, c'est celle qui t'assurait une saison réussie en fait. Là, ta saison, elle est ratée. Elle est ratée parce que t'as pas réussi l'exploit de gagner avec des champions, mais en réalité l'échec c'est la Coupe du Roi. Mais ouais, pour Griezmann c'est une triste fin, surtout en plus de ça il termine pas à domicile, il termine loin de ses supporters qu'il aime tellement et avec une défaite. Mais je pense qu'il a montré qu'il avait encore le niveau ce soir et moi j'ai trouvé qu'il a fait un super match. J'ai trouvé qu'il était assez isolé et que t'avais d'autres joueurs en fait qui ont vraiment eux pas répondu présent. Lookman qu'on avait beaucoup vu au match aller mais qu'on avait beaucoup vu rater. Il s'est aussi raté ce soir, mais cette fois-ci donc Lookman, c'était le gars qui devait apporter quelque chose de plus dans le jeu de l'Atlético. Ouais. Il est arrivé quand même assez souvent qu'on le voit ce plus à l'Atlético, mais d'ailleurs dans le tour précédent, il a été buteur, il a été important. Là, dans cette double confrontation, Lookman aura été. C'est raté. Je pense Alvarez aussi, il est passé à travers. Alvarez, toute la saison, on voit quand même que c'est un joueur hors norme. Il a apporté beaucoup à l'Atlético. On est tous fans. Lookman, il apportait justement autre chose sur le côté, un peu plus de percussion. Sur cette double confrontation-là, on l'a pas vu du tout. Il a rien apporté. Match aller, bouffe la feuille à 2 reprises. Deuxième période, rappelle-toi, l'occasion, là, quand il est au point de pénalty. Un contre, 3 mètres du but. Non, mais Julián Alvarez, alors ce soir, j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute parce que il était diminué. Il ne devait même pas jouer. Je pense qu'il était vraiment diminué. Maintenant sur sa saison, j'ai été extrêmement critique avec lui, notamment par rapport au gros trou qu'il a eu en Liga, et je pense que il n'a pas montré encore que c'était le leader de cette équipe et le joueur au-dessus que tout le monde décrit, même s'il l'a montré par moment. Par contre, en Ligue des Champions, il n'y a rien à dire. Sa campagne, elle est géniale. Alors ouais, il s'est raté sur ce match-là aujourd'hui, mais mine de rien, sur toute la saison, il te met tes 10 buts en Ligue des Champions. Il a été décisif à tous les tours de Ligue des Champions pour les sortir parfois de situations difficiles. Donc c'est difficile de lui reprocher quelque chose sur cette campagne de Ligue des Champions, et maintenant c'est comme d'habitude avec l'Atlético. Il va falloir qu'il passe ce cap-là. Est-ce que c'est Julián Alvarez qui va réussir à les faire passer ce cap? On verra bien. Est-ce que c'est Diego Simeone? On verra bien. Est-ce qu'un joueur comme Koke sera là la saison prochaine? On verra aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends le step supplémentaire? C'est quoi en fait? Tu dis quoi? C'est Apollo, le nouvel investisseur qui, si tu as un investisseur comme ça, extrêmement riche, qui vient et qui va apporter du capital et qui veut faire passer un cap à l'équipe, c'est de, cette fois-ci, maintenant, de rivaliser, peut-être dans quelques années, à armes égales avec. On n'est plus le 3e homme en Espagne. Exactement, parce alors c'est incroyable ce qu'a fait Simeone, mais tu peux pas faire plus. Pour être en demi-finale, être en demi-finale de Ligue des Champions pour l'Atlético, moi j'estime que au niveau européen la saison elle est parfaitement réussie. Ouais. Maintenant en championnat,
alors que l'histoire a toujours indiqué que c'était le 3e homme, pour changer ça, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très compliqué. Mais tu peux pas Est-ce que ça passe par un lourd investissement des nouveaux investisseurs? Peut-être que ça va passer par ça, oui. Si le Real continue à être aussi mal géré que depuis quelques années, oui. Non, mais déjà, ça va passer par les infrastructures, hein, parce que là, ils investissent massivement sur un nouveau centre d'entraînement. Parce que pour le coup, là, au niveau du stade, il n'y a rien à dire. L'Atlético, ils ont rattrapé leur retard, leur stade est fabuleux. Au niveau des investissements sur le mercato, l'Atlético investit plus que le Real et le Barça sur les quelques dernières années. Hein, je parle vraiment des 2-3 dernières saisons. Mais ils ont une difficulté, c'est que c'est quand même moins attractif pour les joueurs de venir à l'Atlético. Et aussi, beaucoup sont, je pense, un petit peu... ils n'ont pas forcément envie de jouer avec Simeone, notamment les joueurs offensifs. Mais ils ont un énorme retard par rapport au Real Madrid, par exemple, qui est le centre d'entraînement. Parce que leur centre d'entraînement, il n'est pas du tout au niveau d'une équipe qui joue une demi-Ligue des Champions. Donc ce retard-là va être rattrapé là dans les toutes prochaines années. On verra si ça a vraiment un impact long terme sur le club. Bon, et Simeone, dans 20 ans, il sera toujours là? C'est la grande question. Moi, je suis d'accord avec Manu. Hein. Je trouve que ce soir, il s'est un petit peu raté dans les changements. Alors, il n'avait pas énormément d'autres solutions, mais j'ai pas l'impression que la lecture du match, contrairement au match aller, ait été extrêmement bonne. Et c'est toujours la même chose. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois. Quand on sera en octobre ou en novembre, on se demandera si c'est pas la semaine de trop, la saison de trop pour Simeone. On se demandera si ils doivent pas faire mieux dans le jeu, si c'est normal qu'ils aient. Combien de fois on s'est demandé déjà si c'était sa dernière année, si ça devait pas être. Toutes ces questions-là, on se les pose depuis des années. Hein. Eh oui. On se les pose en octobre, en novembre. Après, il y a un renouveau. On se dit, ah là là, ils sortent quelqu'un en Ligue des Champions. On se dit, ok, cette équipe, elle a vraiment quelque chose. Simeone, il a vraiment quelque chose. Et tout ça, c'est vrai aussi. Hein. Mais il va falloir le montrer sur une saison complète avec, encore une fois, une nouvelle pression qui va venir sur les prochaines saisons parce que Apollo, ils sont pas là pour faire beau. Ils vont investir énormément et ils vont avoir envie de gagner des titres, même si c'est des copas. Encore une fois, perdre une copa, c'est pas anodin, c'est pas un titre majeur, c'est important et c'est un club qui l'a jamais gagné depuis 2013. S'ils n'arrivent pas au moins à gratter une copa de temps en temps, là, ça devient insuffisant.